Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je voudrais partager le thème de la récupération, notamment la récupération psychologique. Bon, on le sait, il y a de plus en plus de problèmes de burn-out au travail. Il y a une grande partie de la problématique qui est liée à de l'organisation, à du contexte, mais il y a aussi des marges de manœuvre individuelles. Et je voudrais ici l'évoquer pour essayer de pouvoir prévenir, au moins réguler des situations de tension. Alors, j'ai la chance de faire pas mal de sport, notamment des arts martiaux, et j'ai pu observer depuis tout petit le travail des coachs qui est assez essentiel dans ces activités sportives qui peuvent être usantes, à la fois au niveau physique et mental. Et notamment, il y a toujours quelque chose qui m'a un petit peu marqué, c'est le fait qu'il y a les bons coachs finalement, ils vont voir celui qui est un peu la star ou voilà, qui pourrait rentrer un peu dans le surentraînement notamment, et régulièrement, ils vont dire: «Écoute, demain tu viens pas à l'entraînement, tu te reposes». Voilà, ils insistent beaucoup sur le thème de la récupération. Alors c'est un thème que j'utilise pas mal pour, notamment toutes les personnes qui ont tendance à surtravailler, à être beaucoup dans la performance. Parce que la plupart du temps, soit si on leur en parle directement, soit si le manager leur en parle en leur disant: «Voilà, il faudrait que tu travailles moins», généralement ils sont assez vexés et ça peut être contre-productif parce que, s'ils travaillent beaucoup, c'est aussi parce qu'ils y trouvent beaucoup de plaisir et de sens dans cette activité. Donc c'est difficile pour eux de pouvoir s'arrêter. Le thème de la récupération, il est intéressant parce que du coup, il évoque plutôt l'idée de la performance. Et l'idée, c'est de dire comment on peut être un peu plus, entre guillemets, professionnel sur la récupération pour pouvoir être au top au niveau de la performance. Et ce qui est par exemple beaucoup plus acceptable pour des sportifs de haut niveau, des compétiteurs par exemple. Alors ça, c'est un point, essentiel, hein, que ce soit pour vous ou quelqu'un que vous auriez à accompagner. La première étape personnelle pour prévenir ou réguler un burn-out, c'est de faire de la récupération une priorité. Pourquoi? Parce que, quand on n'a pas de récupération et qu'on est beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'activation, il y a un moment donné, le corps, il emmagasine de la fatigue, qu'elle soit psychologique, ou physique, et avec ça, on risque beaucoup plus l'accident, comme justement dans la compétition ou le sport de haut niveau, parce qu'à un moment donné, si le corps n'a pas, et le corps, ça induit aussi, ça inclut aussi, pardon, le cerveau n'a pas la possibilité de récupérer, mais il est plus en capacité de pouvoir se réguler par rapport à l'effort. Parfois, on me dit: «Oui, c'est un peu embêtant». J'ai envie de dire, se brosser les dents, c'est pas quelque chose de super chouette non plus. On le fait parce qu'on sait que si on le fait pas, on va avoir des conséquences négatives. Donc c'est la récupération, ça doit être, une priorité. Alors après, la question, c'est quoi les meilleures stratégies de récupération? Il y a eu quelques recherches et notamment, des recherches, qui ont essayé de regarder la récupération au niveau psychologique, et je vais partager avec vous, on va dire la synthèse, de ces différentes recherches. Alors, le premier point, c'est ce qu'on appelle le détachement psychologique. Bon, dans la charge, vous savez qu'il y a aussi la charge psychologique, mentale et émotionnelle. Ça veut dire qu'on peut être très bien, chez soi et en train de faire sa to-do list dans sa tête, en train de réfléchir, à un problème, donc finalement, on est encore en train de bosser. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de récupérer, que le cerveau, il est en mode actif, qu'il envoie tout un tas de signaux au corps qu'il faut se mobiliser. Donc le corps, il n'est pas en mode récupération, il est en mode encore travail et performance. Le détachement psychologique, c'est être capable d'arriver à penser à autre chose. Alors, il y a plusieurs tactiques, hein, par rapport à ça. Soit se faire plaisir sur autre chose, un loisir, un livre qui nous plaît bien, une conversation, une petite balade, soit faire une activité qui demande peu d'action en lien avec le travail.
Par exemple, si on relit ses mails professionnels le soir, ça va réactiver. Si on a une conversation avec trop de personnes sur le travail, ça réactive. Donc l'idée, c'est d'arriver à se détacher psychologiquement, soit en se concentrant sur autre chose, soit en étant sur une activité plaisir qui nous apporte voilà, du détachement. Le mieux, c'est de trouver une activité, ce qu'on appelle avec du flow, c'est-à-dire qui capte parfaitement notre attention. Si par exemple, vous êtes en train de lire un livre qui vous passionne, vous ne pensez pas au boulot. Vous êtes en train de faire un sport qui vous passionne, vous ne pensez pas au boulot. Vous êtes avec des amis, ça se passe super bien, vous ne pensez pas au boulot. On est en train de regarder la télé, on s'ennuie à moitié, ben, on peut commencer à repenser au boulot à ce moment-là, parce qu'effectivement, ça ne va pas complètement détacher notre attention psychologique. La deuxième stratégie, c'est la relaxation. Alors, la relaxation, ça peut être une relaxation active, c'est-à-dire vraiment réapprendre ou apprendre les techniques de relaxation pour justement détendre le corps profondément, le système nerveux. Alors, surtout pour les personnes qui auraient du mal à lâcher le contrôle, il y a tout un tas de techniques qu'on peut apprendre de relaxation. Il y a plein de vidéos sur YouTube. On peut aller voir des professionnels qui sont formés notamment aux techniques cognitivo et comportementales, des relaxologues aussi, qui peuvent aider à réapprendre au corps à se relâcher. On a une charge dite allostatique, c'est-à-dire que plus on est stressé, plus le corps apprend à se mobiliser rapidement et il n'arrive plus au bout d'un moment à se relâcher. Et donc, c'est ce qui fait que, par exemple, le soir, on a du mal à relâcher la pression suffisamment pour pouvoir s'endormir, par exemple. Et donc, le corps va être en mode semi-activé tout le temps. L'autre tactique, c'est plutôt une relaxation, on va dire, un peu passive, c'est-à-dire faire des tâches d'attention faible, voilà, qui nous mobilisent peu. Encore une fois, si on fait les choses un peu plaisir, mais qui ne soient pas non plus trop... Enfin, voilà, si vous avez un boulot hyper stressant, vous ne pouvez pas non plus avoir une activité personnelle hyper stressante à côté. Il y a une question d'équilibre. Le corps ne peut pas être mobilisé tout le temps. Donc, faites quelque chose qui soit relaxant. Voilà. Quelqu'un qui est dans un boulot qui demande beaucoup de compétition interne, bah, c'est très difficile pour lui d'avoir, par exemple, une activité qui est liée aussi à de la compétition à côté. Ça sera mieux qu'il fasse quelque chose où justement on est sur du récréatif pur, voilà, qui puisse relâcher. Alors, tout le monde a ses petites activités, hein, jardiner, marcher, faire du volley avec des copains, de la pétanque, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Mais l'idée, c'est de dire, alors, si à la limite, vous ennuyez un peu dans votre boulot, vous voulez remettre un petit peu de stress compétitif à côté, très bien. Ce sera votre boulot, de manière paradoxale, qui sera peut-être la zone de récupération. L'inverse est vrai, c'est-à-dire que si vous avez un boulot extrêmement stressant, faites attention à avoir des activités plaisir qui soient dans la relaxation. Prendre l'habitude pour ceux qui ont la possibilité, c'est des choses qui se font dans beaucoup de continents, hein, les massages, les bains chauds, tout ce qui permet aussi d'un peu de relâcher la pression. Voilà, c'est important aussi d'être dans certains soucis de soi. Enfin, même en Europe, hein, vous prenez l'Europe du Nord, il y a encore des traditions là-dessus. On les a eu longtemps avec l'historique de l'Antiquité. Voilà, je vois beaucoup d'hommes notamment qui peuvent avoir du mal à se dire c'est important, c'est utile, c'est un bon moment de faire des choses comme ça, un massage, passer de temps en temps, vraiment se faire un petit plaisir, quoi, passer une après-midi au spa si on a la possibilité. Voilà, toutes ces petites actions. Le sport modéré du type de la marche ou du vélo, il y a un moment donné, surtout si ça dure un petit moment, ça va aussi relâcher tout un tas d'endorphines qui vont être très bonnes aussi pour la relaxation. Autre point par rapport à la relaxation, la nourriture a une action. Boire beaucoup de café,
ça tend le corps, ça empêche la relaxation, ça mobilise le corps. Pour ceux qui seraient un peu accros aux boissons comme ça, un peu, on va dire, avec ce petit côté pas acide, mais voilà, amer, vous pouvez remplacer par du cacao pur avec de l'eau. Ça se fait en Afrique. Moi, j'avais découvert ça sur le continent. C'est extrêmement intéressant parce qu'on peut quasiment parfois retrouver un peu le goût du café et au contraire, ça relaxe le corps et ça fait diminuer la pression artérielle. Donc, c'est très intéressant et en plus, ça augmente le taux de sérotonine, le cacao pur. Donc, c'est intéressant aussi au niveau mental. Donc, voilà, plein de bonus. En tout cas, c'est important d'avoir une réflexion sur comment je me relaxe. Troisième, la maîtrise. Notre corps, il a besoin de savoir qu'on est compétent, qu'on est voilà, en possibilité d'avoir confiance en lui, quelque part. Ce qui peut être intéressant, c'est d'augmenter la maîtrise de quelque chose, parce que ça va nous donner un sentiment de confiance, de réussite, et donc ça va susciter plein d'émotions positives qui vont aussi mettre le corps en récupération. Les émotions positives ont un impact direct sur la récupération. Elles font beaucoup de bien au cerveau, mais aussi au corps. Alors, ça peut être, par exemple, apprendre une langue, si ce n'est pas compétitif. L'objectif, c'est je le fais à mon rythme, voilà, et sur une langue plaisir. Apprendre une langue, apprendre, je ne sais pas, un puzzle, la cuisine, voilà, quelque chose d'un peu nouveau qui vous redonne un sentiment de maîtrise et qui va susciter un sentiment de confiance, de réussite et donc des émotions positives qui seront aussi une grande source de récupération. Ça donne aussi l'opportunité au cerveau de se focaliser sur ce qu'il maîtrise et non pas sur ce qu'il ne maîtrise pas. Parce que quand on est très stressé, que la vie est dure, on a tendance à regarder tout ce qu'il n'y a pas et surtout tout ce qu'on ne maîtrise pas. Le fait de se dire à un moment donné, je vais me donner un petit défi, un petit challenge. Ça peut être même, y compris, changer de manière de manger, par exemple, pour perdre du poids. Ça peut être se dire, bah, tiens, je vais me mettre à la course à pied progressivement. Ça peut être, je deviens, je sais pas, président d'une association pour apprendre ce que c'est. Il y a plein de choses à faire. L'idée, c'est de se fixer un défi qui soit positif pour nous et qui nous permette, encore une fois, de renforcer notre confiance en nous et le sentiment de réussite, les émotions positives, et hop, en contrepartie, ça a aussi un impact sur le corps. Et puis, le dernier point, c'est le contrôle, et notamment le contrôle sur notre temps, parce qu'effectivement, l'enjeu dans la réalité d'aujourd'hui, c'est quand même de maîtriser notre attention, notre temps, sachant qu'on peut être sollicité tout le temps avec le téléphone, les mails, les SMS, encore plus en télétravail. On peut être sursollicité aussi à la maison, on peut être sollicité tout le temps. Et il y a des gens qui ont besoin d'être en lien beaucoup. Il y a aussi les introvertis, hein, c'est au moins 40%, qui ont besoin d'être seuls pour récupérer. Alors, le contrôle, c'est quoi? C'est mettre en place des stratégies proactives pour maîtriser enfin, voilà, tout à fait, le contrôle de son attention et de son temps. Bon, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Moi, j'appelle ça, par exemple, mettre les crocodiles dans les douves. C'est-à-dire que finalement, quand on abuse un petit peu, on fait des demandes abusives, ben, il faut que ça morde, il faut que au moins que ça pince un petit peu, parce que sinon, vous habituez les gens à ce qu'il n'y ait aucune conséquence. Alors, il y a plein de techniques possibles. La première, c'est de rappeler en permanence, quand on abuse de votre attention, des impacts et des conséquences que ça va avoir. Du type, bah, je dois finir tel dossier pour demain en urgence. OK, mais je te rappelle que ça va me mettre en difficulté par rapport à un de mes enfants où je devais l'amener, par exemple, à son activité. Juste rappeler les conséquences. Très important. Il y a plein de gens qui ne rappellent même pas les conséquences. Ils disent non, après ils disent oui, et puis en fait, l'autre, bah, il peut ne pas être conscient du tout des effets et des conséquences que ça va avoir pour vous. Deuxièmement, ça peut être de lui demander de co-partager avec vous le problème. OK, je vais devoir faire ce dossier, mais est-ce que tu peux aller voir mon collègue à qui j'avais prévenu que ça serait fait
demain aussi, parce que je vais être obligé d'arrêter sur ce dossier-là. Bah, vous voyez, là, quelque part, il va copartager la responsabilité de trouver des solutions. Ce n'est pas la même. Voilà, il y a tout un tas de tactiques comme ça. Alors, ça peut être aussi lui demander des ressources ou l'obliger à clarifier les choses ou lui dire, OK, la prochaine fois, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Comment tu envisages les choses, justement? Est-ce que tu as des solutions à me proposer? Ça, on va dire, c'est sur une demande abusive. Ça peut être aussi, de temps en temps, il y a plein de modes maintenant sur le téléphone. On peut le fermer, on peut le mettre en attention faible, rappeler qu'on est occupé, être en visio. Il n'y a aucune culpabilité à se dire, de temps en temps, pendant une demi-heure, je peux fermer toutes les vannes de la communication et aller me promener tranquille avec mon chien sans qu'il y ait quelqu'un qui me dérange. Voilà, je pense que, enfin, malheureusement, on a des personnes qu'on va accompagner et qui en sont limite à pouvoir répondre à un coup de téléphone aux toilettes. Ça devient ridicule. Voilà. Il y a un moment donné, on doit pouvoir être capable de fermer un petit peu les canaux de communication et d'être parce que justement, on a besoin de récupérer. Ça serait comme si on était en train de s'entraîner tout le temps. C'est pas possible. Voilà. Donc ça peut paraître évident, mais il faut avoir des stratégies de contrôle. Peut-être même organiser son agenda en se disant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des périodes de récupération? Quelque chose qui se fait, qui est intéressant dans le sport, justement, c'est d'observer au niveau annuel, hebdomadaire, mensuel, même à un niveau journalier, de regarder un peu les cycles d'activité et de besoins de récupération pour pouvoir organiser l'agenda aussi en fonction du mode de récupération de la personne, parce que chacun va avoir des récupérations qui sont un petit peu différentes. Petit rappel, on a 4 heures d'attention profonde en moyenne par jour. Ça veut dire que de toute manière, il y a des périodes de la journée où effectivement vous êtes sur le lieu de travail, mais enfin le niveau de productivité n'est pas au top. Et vous ne pouvez pas être pendant 10 heures à un niveau d'attention élevé parce que ça n'existe pas physiologiquement. Les gens qui vous disent ça, c'est un mensonge. Il y a toujours un moment où en fait vous êtes soit en automatisme, soit vous faites semblant, soit ce que vous le faites mal et vous auriez beaucoup plus profité de la récupération. Voilà, sur ces quelques petits conseils. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre voilà, sur les feedbacks par rapport à la vidéo. N'hésitez pas à regarder s'il y a d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser, à partager si ça peut être utile à des personnes. Et je vous dis à bientôt.